Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La France se retire du Mali, la tête haute, mais quand même avec beaucoup d'amertume. Je voudrais m'entretenir avec vous sur ce sujet en espérant être utile et donner quelques clés de compréhension. Alors tout d'abord, rigolons un peu, autorisons-nous un moment de détente, nous sommes vendredi, la veille du week-end. J'ai lu dans le Figaro que le titre suivant, qui est extraordinaire, la France, ses alliés européens et le Canada se retirent du Sahel. Alors, moi je ne savais pas qu'il y avait des Canadiens au Sahel, je savais qu'il y avait des Européens, mais je pensais que c'était des fantômes. Là, on apprend au moment du retrait qu'il y avait des Canadiens. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait les Canadiens pendant 9 ans à Barkhane. Est-ce qu'ils ont servi le café? Est-ce qu'ils se sont occupés du standard téléphonique? Est-ce qu'ils ont géré le service courrier? Est-ce qu'ils ont fait les photocopies? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont occupés peut-être des réseaux sociaux, peut-être qu'ils ont servi du sirop d'érable, je ne sais pas. Il y avait des Canadiens. Les Européens, je savais qu'ils étaient là, mais bon peut-être que c'était les plantes. Peut-être qu'il y avait des plantes voilà, d'intérieur, de décoration, qui étaient offertes ou incarnées par des militaires européens. Ça en dit long de cette souveraineté européenne, cette défense européenne que Macron a sur la bouche tout le temps, qui est un mirage. Personne n'est prêt à donner la vie pour l'Europe. Pour la France, oui. Pour l'islam, oui. Pour l'indépendance des Touaregs, oui. Vous trouvez des gens qui font la guerre pour ça. Mais se faire trouer la peau au nom de l'Europe, personne n'est prêt à le faire. Ça viendra peut-être dans le futur. Mais comme on dit, hein, la souveraineté, enfin, le souffle, la foi ne s'achète pas. C'est pas avec de l'argent, c'est pas avec la planche à billets de la BCE, c'est pas avec la morgue d'un monsieur Attal ou la morgue d'un monsieur Macron qui vous parle de souveraineté européenne et qui vous met le drapeau européen sous le château, l'arc de triomphe. C'est pas avec ces comportements-là qu'on suscite la foi et le souffle. Ça, c'est juste des postures, ça ne sert à rien. La preuve, le ridicule de la défense européenne et des troupes européennes, là où elles sont déployées, sont ridicules. Bon, alors, la France quitte le Sahel, la tête haute, mais avec beaucoup d'amertume. La tête haute parce que la guerre a été gagnée, l'armée française a écrasé les djihadistes et les a empêchés d'atteindre leur but de guerre, qui était de prendre Bamako, d'installer un califat islamique ici ou là. Elle a empêché les Touaregs de devenir indépendants. On peut être d'accord ou pas avec ces buts de guerre, mais ils ont été atteints. Avec 2 fois rien. 5000 hommes, c'est rien. 5000 hommes, c'est que dalle. Je ne sais pas combien il y a de policiers à Marseille. Je prends une ville étrangère, je prends une opération extérieure, hein. Je ne parle pas de. Je suis méchant. Combien il y a de flics à Marseille? Peut-être, je ne sais pas moi, 5000 peut-être. Le trait. Allez, Marseille, à mon avis, enfin, vous corrigerez. Bon, est-ce qu'ils tiennent la ville? Plus ou moins. Là, vous avez avec 5000 soldats français, vous tenez un territoire qui va de la limite est du Sénégal presque jusqu'au au Darfour. C'est énorme. Il faut chapeau la France. Sans beaucoup de moyens aériens, avec des moyens de télécommunication assez rudimentaires. Il n'y a pas beaucoup de téléphones satellites dans l'armée française. C'est encore les ondes courtes et la VHF. Bon, moi je dis chapeau les gars. Donc la guerre a été gagnée. Ce qui a été perdu, c'est la guerre politique. Parce que cette guerre-là, elle est d'abord politique. Je dirais même politico-administrative. Parce que vous avez, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'effondrement des pays. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de Mali, il n'y a plus de gouvernement. Quand je dis il n'y a plus de Mali, ça veut dire que l'instituteur du primaire ne va plus faire cours. Parce qu'il a peur de se faire égorger. Ou il n'a plus envie de faire cours. Ou parce qu'il n'est plus payé. C'est l'homme le postier, le facteur, qui ne sort plus faire sa tournée. C'est ça que je dis, il n'y a plus de pays. Il n'y a plus de commissariat. Vous avez des gens qui sont payés pour être commissaires ou inspecteurs, mais ils ne vont plus prendre leur poste. Ils ont peur, ils sont démotivés, ou ils sont en rébellion eux-mêmes, ou voilà. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est très difficile à gagner comme guerre. Parce que reconstruire un pays, ça veut dire reconstruire la foi dans ce pays. Et ça ne s'achète pas. C'est pas avec des soldats ou des parachutistes ou avec des munitions ou des consultants internationaux que tu fais ça. Ça ne s'achète pas sur étagère, la foi dans un pays. Si le Malien n'aime pas le Mali, bah tu peux rien. Tu vois, et c'est pour ça que c'est l'importance de la permanence. Il y a toujours eu un Maroc. Le Maroc peut s'effondrer, mais s'il s'effondre, ce que je ne lui espère pas, j'espère ça à personne, s'il s'effondre, il se reconstruira vite parce que les Marocains aiment le Maroc. Donc tu pourras toujours envoyer un Marocain au Rif, au Sahara, à Tanger ou ailleurs, et il fera le boulot. Pareil en France, si la France s'effondre, tu trouveras toujours les ressorts dans l'âme française pour que les gens aillent travailler.
et refaire leur pays. Au Mali, au Niger, au Tchad, en Centrafrique, demain en Guinée, ça vient, au Côte d'Ivoire éventuellement. Eh bien, demain, enfin, dans ces pays-là, tu dois payer les gens 10 000 dollars par mois pour qu'ils aillent prendre leur poste. C'est des pays de mercenaires. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un n'aime pas son pays, la discussion devient une discussion de pognon. C'est des pays de mercenaires. C'est comme ce qui se passe en Irak. Les gens ne croient plus dans l'Irak. Peut-être qu'ils n'y ont jamais cru un jour. Parce qu'il n'y a jamais déjà eu un Irak. Il n'y a jamais eu d'Irak. Création britannique. Et c'est ça le problème. Et ça, on ne peut pas demander à l'armée française ni à M. Macron de reconstruire, de créer l'amour à la place des gens. Moi, quand j'étais gamin, mon père me disait, quand j'avais une mauvaise note, il me disait, mon fils, je ne peux pas passer l'examen à ta place. Vous ne pouvez pas passer l'examen à la place des Maliens. Il faut qu'ils aiment le pays. Il faut qu'ils apprennent à aimer leur pays. Alors ça, ce n'est pas un problème des colonies françaises. Retenez bien ce que je vais dire, s'il vous plaît. Demain, vous allez voir le Nigeria passer par ça. Ce qu'on nous dit, parce qu'il y a une rengaine qui est énervante dans les milieux de droite ou de gauche en France, te dit oui, la France a mal géré ses colonies, donc elles vont mal. Regardez les colonies britanniques qui s'en sortent bien. On te dit le Ghana, je sais pas quoi. Attends. Les colonies britanniques, elles sont effondrées avant les colonies françaises. C'est pour ça on a oublié ça. Rappelez-vous de la Sierra Leone et du Liberia, dans les années 80-90. Les mecs se sont coupés leurs oreilles comme moi je parle là, à la machette. Hein. Bon, pas la peine de donner des détails macabres. Hein. Ces colonies-là se sont effondrées il y a déjà des 30 ans. Et attendez-vous à ce qui va se passer au Nigeria. Le Nigeria, ça va être le Mali puissance 10. Parce que ce n'est pas seulement Boko Haram, c'est l'État qui s'effondre. Les gens, le Nigeria ne croit pas en lui-même. Et ça, ce n'est pas la faute de Londres ou de Paris ou de l'IOT ou de Livingstone ou de Kirchner ou je ne sais quel grand colonialiste. On peut pas, l'amour ne s'achète pas. Bon, donc, est-ce qu'on pouvait gagner cette guerre? Oui et non. Oui, on pouvait la gagner si on avait compris que c'était une guerre politico-administrative. Et donc là, ce n'est pas une affaire de parachutistes seulement, c'est une affaire de reconstruction. Donc c'est une affaire où les militaires où les militaires font autre chose que le travail du soldat. C'est ce qu'appelait l'IOT le rôle social du soldat. C'est le soldat qui forme le fonctionnaire, c'est le soldat qui forme l'instituteur, c'est le soldat qui donne le cours à la place de l'instituteur malien, le temps que le malien se mette en place et ait confiance dans son pays. C'est le soldat qui rassure la population. Comme il n'y a plus de commissariat, comme il n'y a plus de gendarmerie, c'est le soldat qui devient le point de référence des populations pour qu'ils lui disent qui est le djihadiste, qui est le bandit, qui est le simple civil. Et ça, un parachutiste n'est pas équipé pour savoir ça. Un parachutiste, il voit un Malien, il voit un Africain devant lui. Il ne sait pas si ce type est un djihadiste, un civil, un innocent, un informateur des djihadistes, il ne sait pas. Donc le soldat, il est aveugle, tu peux lui donner tout le matériel que tu veux. C'est ce qui s'est passé aux Américains en Irak ou en Afghanistan. Il n'y a pas écrit « je suis djihadiste ». D'ailleurs, les gens, parfois, ils sont paysans le jour et la nuit ou le week-end, ils sont djihadistes. Et ça, c'est la population qui te le dit. Et pour qu'elle te le dise, il y a des techniques et des méthodes, pas de torture, hein. Il y a des techniques et des méthodes qui ne sont pas ignobles et qui sont à notre portée. Elles ont été théorisées par ce monsieur, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il s'appelle David Galula. David Galula, c'est un bon Français, assimilé, un juif de Casablanca, sauf que lui, contrairement à notre génération, il n'a pas d'état d'âme. Il n'est pas en train de se dire, ou il n'était pas en train de se dire, oui, est-ce que je suis marocain, est-ce que je suis juif, est-ce que je suis français? Non, il était français, point final. Pourtant, il est né en Tunisie, il a grandi à Casablanca, et sous Vichy, il a perdu son passeport. Hein. Pétain, enfin les lois de Pétain l'ont fait de lui un apatride. Et il a même été radié de l'armée française, parce qu'il était juif. Et il n'a jamais renié la France. Ben, j'en connais en France à qui la France a tout donné. L'école, la CAF, le HLM, il crache sur la France. Galula, non seulement il n'a pas craché sur la France, mais en plus il a créé une théorie qui permet à la France et à tout pays démocratique de gagner ces guerres-là, comme au Mali, sans torturer. Parce que quand tu tortures, tout va bien. Si tu tortures le père de famille, il va te dire qui est djihadiste ou pas. Le problème, c'est que la torture est ignoble, et puis, quand tu tortures le père de famille, demain, ton soldat, il va torturer le père de famille pour qu'il puisse violer sa fille. Hein. C'est ça le problème de la torture, c'est que c'est l'arme de dissuasion massive. Hein.
La torture marche. Si la torture ne marchait pas, personne l'utiliserait. Le problème, c'est que non seulement elle est ignoble moralement, mais elle n'est pas. Et c'est ce que disait Gadula. Il dit, c'est moi qui interroge mes hommes. Parce que, pardon, c'est moi qui interroge il a travaillé en Algérie. C'est moi qui interroge les gens du FLN et c'est moi parfois qui les rudoie. Il les torturait pas, mais il était viril. Parce que si moi je délègue ça, si je sous-traite les interrogatoires à mes soldats, eh bien ils vont les torturer. Vous voyez? Donc la stratégie, il existe. L'armée française le sait très bien. Le problème, c'est que cette stratégie, qui s'appuie sur la population et pas sur la taille du missile ou le blindage de l'hélicoptère. Cette stratégie-là, elle coûte cher. Parce qu'il faut des hommes, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats. Il y a des ratios, pas la peine de vous ennuyer avec ça. Et comme je vous ai dit, la France a mis 5000 hommes là-dedans. Est-ce que vous, Français, auriez accepté de mettre 200 000 Français au Sahel? Allez, 100 000 peut-être. Non, vous n'aurez pas voulu envoyer vos enfants se faire trouver la peau au Sahel. Parce que ça aurait été le contingent. Il fallait 100 000 hommes, la France n'a pas 100 000 hommes à déployer. Pourtant, c'est cet ordre de grandeur-là, pour gagner ce genre de guerre-là. Parce qu'il faut tout faire. Et le plus facile, c'est tuer des djihadistes. C'est une affaire de parachutistes, de forces spéciales, c'est pas compliqué. Puis maintenant, avec les drones, on sait ce qui se passe sur le terrain. Le problème, c'est redonner la confiance aux gens dans leur pays, la motivation pour qu'ils défendent leur pays, les Maliens, les Nigériens, les Tchadiens et autres, et leur réapprendre à gérer le pays. Donc ça, c'est un travail de militaire, et des militaires extrêmement soigneux, des militaires extrêmement polyvalents, donc il faut les former, ça prend du temps, il aurait peut-être fallu encore 10 ans de plus, et 100 000 hommes, imaginez-vous 100 000 hommes pendant 10 ans. Très difficile à justifier politiquement, et Macron a eu raison de ne pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc maintenant, ciao le Mali. Il y a un film qui s'appelle Addio Africa, sur la fin de la colonisation. Il est sur YouTube, il est très très dur à voir, mais c'est un peu ça, c'est Addio Africa, c'est Addio Mali. Ciao le Mali, très bien. Démerdez-vous les gars. D'ailleurs, bon, là nous sommes vendredi, les indigénistes et tous les losers, ils vont passer un très bon week-end, parce que là, c'est le Père Noël en février. Ils vont encore dire, vous voyez, c'est le néocolonialisme, la France a pris une claque, le néocolonialisme a pris une claque, la France est partie, mais elle a pris notre uranium, je sais pas quoi, elle a détruit le Mali, enfin, ces gens-là, on croit au Père Noël, hein, les indigénistes et tous les pleureurs qui sont en France ou en Afrique croient au Père Noël. Leur Père Noël s'appelle la France et le colonialisme, parce que c'est jamais leur faute. Eh bien, moi, je leur dis, les gars, démerdez-vous maintenant. Vous êtes en face d'Al-Qaïda, de Daesh, des Touaregs, de je ne sais quelle autre milice, des Peuls fanatisés. Les gars, comme on dit en anglais, be my guest. On va voir comment vous allez vous débrouiller avec les Russes, Wagner, avec les Turcs, avec les Émiratis, qui ont une base pas très loin. Je crois qu'elle est au sud de la Libye ou au Niger, je ne sais plus. Avec les Qatariens, avec les Algériens. On va voir comment vous allez vous démerder, j'ai dit, avec les Turcs, avec les Chinois. Voilà. Moi, je parie que dans 6 mois, vous allez commencer à pleurnicher, à dire « Ah, la France, venez nous sauver, les Chinois nous ne respectent pas, les Turcs nous parlent mal. Voilà. C'est votre faute, c'est vous qui croyez au Père Noël. Mais bon, profitez du week-end, passez cette Noël tardive ou cette Noël bis, et on verra lundi. Lundi, on verra qui, comme on dit, ira bien, qui ira le dernier. Pour la France, le Sahel, c'est peanuts. C'est ce que dit le grand Bernard Lugan. C'est rien, le Sahel. Bien sûr, il y a un peu d'uranium, il y a quelques intérêts français, il y a Orange qui a un beau réseau télécom là-bas. Bon, les antennes peuvent cramer, c'est embêtant, d'accord, mais c'est pas l'Île-de-France. C'est pas l'exposition de la France, pour parler comme un financier, l'exposition de la France, du CAC 40 au Sahel n'est pas très importante. C'est pas non plus, hein, c'est pas la fin du monde. Le problème, c'est que le problème, c'est que là, on a pris une leçon d'une guerre qui n'est pas la nôtre, parce que
Les problèmes du Sahel, les problèmes entre Africains, les problèmes de l'islam dit radical, ce pas des problèmes français, vraiment. Le problème de la France, c'est autre. Nos priorités sont autres. Et là, on s'est mis là-dedans. Bon, on s'y est mis. Pas la peine de refaire euh, donc, on pouvait rater cette guerre. On pouvait s'amuser au Sahel et perdre quelques soldats. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, je mets ça en guillemets. Et dépenser un peu d'argent. Bon, ça a permis de tester le matériel, à la limite. Ça a permis de tester les techniques et de. Voilà. Bon, pourquoi pas. Le problème, c'est que donc cette guerre-là, on pouvait la perdre. Mais il y a une guerre qu'on ne peut pas perdre. C'est la guerre qui va se passer en France, qui a déjà commencé. Là, vous avez vu une guerre intra-civilisationnelle. Vous avez une guerre dans une civilisation, entre Africains, entre musulmans. En France, vous avez une guerre des civilisations que vous ne pouvez pas perdre. Parce que vous avez 3 civilisations en France qui se font face à face, qui sont à couteau tiré. La civilisation française, la civilisation africaine, je vous rappelle qu'il y a 300 000 Maliens en France, et combien de Sénégalais, d'Ivoiriens et autres, et vous avez la civilisation maghrébine. Juste comme ça, à la louche, vous avez au moins 4 millions de Maghrébins, et encore, je suis gentil. Voilà. Et vous avez, ces civilisations sont à couteau tiré. Vous voyez ce qui se passe en France depuis une vingtaine d'années. Cette guerre-là, vous ne pouvez pas la perdre. Et elle est beaucoup plus difficile à gagner que la guerre du Sahel, qui était déjà compliquée à gagner, hein, je vous ai expliqué, hein, c'est une guerre politico-administrative et tout ça. Là, vous avez la guerre en bas de chez vous, sur votre palier. Et une guerre sale, parce que ce sont des civils. Le Maroc n'a pas envoyé son armée en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas l'armée de libération nationale, l'armée algérienne, qui vous attaque à Marseille. Ce sont des caïds d'origine maghrébine, parfois marocains, parfois tunisiens, parfois algériens, qui vous attaquent à la Kalachnikov, ou qui tiennent vos cités. Le Bataclan, ce n'est pas une attaque faite par l'armée marocaine ou tunisienne. Les Koulibaly, ce ne sont pas des soldats de l'armée malienne. Ce sont des Français. Ce sont des Français. Ils ont les papiers français. Donc là, vous allez devoir trancher dans votre propre chair. Cette guerre, si vous la perdez, vous êtes foutu. Vous serez expulsé de votre pays. Ça, c'est déjà vu. Hein. On a déjà expulsé les chrétiens d'Espagne. Hein. Ça s'appelle l'Andalousie. Hein. Ça a duré 700-800 ans. Vous avez déjà été expulsé d'Algérie. 1 million de Français en Algérie en 60. En 62, il n'y avait plus grand monde. Hein. Le grand remplacement, ça existe. Hein. Le grand remplacement, ça existe. Hein. Vous avez eu 1 million de Français en Algérie. Ils ont remplacé les Algériens pendant la colonisation. Et ils ont été eux-mêmes remplacés, chassés en 62. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est très plausible. La Yougoslavie, c'est pas l'Afghanistan. La Yougoslavie, c'est l'Europe. Ils sont plus européens que plusieurs Français, hein, les Yougoslaves. Hein. Ce sont des Slaves, hein. Ce n'est pas des Pashtuns. Hein. Vous voyez ce qui s'est passé en Bosnie dans les années 90, jusqu'au début des années 2000. Le nettoyage ethnique. Quand tu perds la guerre, tu es expulsé de chez toi. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas le Mali, l'uranium. L'enjeu, c'est pas est-ce que le groupe Bolloré va continuer à gérer le chemin de fer qui traverse la Côte d'Ivoire et qui va jusqu'à Ouagadougou. L'enjeu, c'est est-ce que tu restes chez toi. C'est ça l'enjeu. Et si tu perds la guerre, c'est tu es expulsé de chez toi. Ou bien tu restes chez toi, mais tu baisses la tête et tu payes le tribut. Alors, ça s'appelle la démitude, tout ça, mais bon, mystérisons pas le débat. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est une guerre de civilisation qui se passe chez vous. Et vous ne pouvez pas la perdre. Et le pire, c'est que vous auriez pu l'éviter. Parce que vous avez quitté, parce que la colonisation, c'était une guerre de civilisation. Qu'est-ce que la colonisation? C'est la civilisation française qui s'impose aux civilisations africaines et maghrébines et qui leur dit, fermez vos gueules, vous voyez le job, je vais faire le job à votre place. Je vais faire les routes, je vais faire les hôpitaux que vous n'avez pas pu faire. Je vais même faire les États-nations que vous n'avez pas été foutu de faire. D'où la naissance de l'Algérie, une création française. D'où la naissance du Mali, d'où la naissance du Burkina. Voilà, d'où la naissance du Sénégal. Alors, le Sénégal est plutôt une réussite, le Burkina, le Mali ne sont pas une réussite, mais bon. Et cette guerre des civilisations s'est mal terminée. Il y a eu des exactions en Algérie contre les Algériens, il y a eu des exactions contre les Pieds Noirs, bon, vous connaissez toute l'affaire. Et donc la France, très sagement, a quitté ces pays-là. Elle a mis fin à la colonisation. Sauf que les abrutis qui vous gouvernent depuis les années 60, 70, ils ont créé l'immigration. Cette immigration a créé les conditions d'une nouvelle guerre de civilisation.
Les problèmes que vous avez évités en 60 en quittant l'Algérie et le Maghreb et l'Afrique, vous les avez amenés chez vous, puissance 10, avec l'immigration. Pourquoi je dis puissance 10? Parce qu'il n'y a jamais eu autant de contacts entre les peuples qu'aujourd'hui. En Algérie, bon, l'Algérie c'est spécial, il y avait 1 million d'Européens. Mais au Mali, il y avait combien de Français en 60, au maximum de la colonisation, à la fin? 59, allez, si vous voulez. 1000, 1500 Français. Au Cameroun, il y avait 3500 Français en 1945, qui était l'apogée de la colonisation. 3500 blancs, c'est rien. C'est rien. Donc tu pouvais être camerounais et ne jamais avoir vu de Français toute ta vie. Même au Maroc, il n'y avait pas beaucoup de Français. Moi, mon village, on n'a pas vu les Français pendant toute la colonisation. Donc, nous n'étions pas choqués. Parce que quand tu vois le français, tu vois un autre mode de vie. C'est comme vous en France aujourd'hui, vous voyez les femmes voilées, vous êtes blessés. Vous êtes blessés. Ben, nous, quand on était colonisés par la France, nous étions blessés quand on voyait une femme avec dévoilée, sans le haïk, sans le niqab. Quand nous voyions un homme boire une bière dans un café de Fès, nous étions blessés parce que c'est une antithèse. C'est un coup de canif à notre mode de vie. Et les modes de vie sont fragiles. Les modes de vie sont fragiles, ils n'aiment pas l'être contredit. C'est pour ça que les gens se réunissent par des ghettos. Qu'est-ce qu'un pays? C'est un ghetto culturel. Les anglo-saxons ont leur culture, ils la pratiquent entre eux. Les Mexicains vivent à la mexicaine. Les Saoudiens vivent à la saoudienne. Les pays ont tendance à se fermer autour de leur culture, autour de leur mode de vie, parce que c'est fragile, parce que quand tu vois que quelqu'un vit différemment et qu'il vit riche, ou qu'il est aussi heureux ou aussi malheureux que toi, tu te poses des questions. C'est une blessure. Il faut bien comprendre que l'être humain est limité, notre tête est limitée, nous sommes des êtres finis, nous ne sommes pas infinis, nous ne sommes pas des dieux, bon sang, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres finis, nous sommes pleins de défauts, nous sommes bardés de défauts, nous sommes made in China. Et donc, nous ne pouvons pas supporter cette diversité-là, cette juxtaposition de modes de vie différents. C'est pour ça que les gens étaient devenus fous par la colonisation. Ils ne supportaient pas de voir les Français. Ou les Britanniques, ou les Belges, je ne sais où. C'est ce qui vous arrive aujourd'hui en France. Vous avez 300 000 Maliens, vous avez des millions de Maghrébins, qui vous donnent, pas tous évidemment, mais qui vous donnent des coups de canif passifs. Ils ne veulent pas vous blesser parfois. Mais le fait qu'ils soient différents, la simple présence visuelle, est une contradiction à votre culture. D'où ce que j'appelle la diversité des contentieux. J'en parle dans mon livre, dans mon e-book. Aujourd'hui, je fais la pub. Donc, je vous ai parlé de mon livre sur Galula, David Galula, la théorie de la contre-insurrection. Et là, je vous parle de mon dernier livre, mon e-book, mon livre en PDF, qui s'appelle De la diversité au séparatisme, disponible sur mon site. Vous tapez drisgali.com, le trait comme ça, court, pardon, e-book, drisgali.com, le trait comme ça, e-book. Vous avez tout ça dans la description de cette vidéo. Ce que j'appelle la diversité des contentieux, c'est-à-dire que la simple présence de l'autre, il n'a même pas besoin d'ouvrir la parole, d'ouvrir la bouche, il n'a même pas besoin de dire qu'il est pour les frères musulmans, il n'a même pas besoin de me faire du mal. Sa simple présence crée le malaise, ce que j'appelle le dépaysement. Certains parlent du grand remplacement, ils ont raison. Moi je parle, c'est pire, il y a le grand dépaysement. C'est que tu te sens dépaysé chez toi. Et lui se sent dépaysé. Même s'il vit dans un ghetto, parce que les ghettos sont des ghettos, les gens se ghettoisent spontanément, volontairement, parce qu'ils ne supportent pas de voir ton mode de vie. Enfin, est-ce qu'un Malien va accepter de vivre est-ce qu'un Malien peut accepter de vivre, de partager le palier, donc de vivre dans un appartement qui fait face à un foyer où il y a deux hommes qui vivent ensemble, un couple gay? Là, moi, je ne suis pas homophobe, moi, je tire mon chapeau pour les droits des homosexuels. C'est aussi mon combat, avec beaucoup de nuances. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Comme disait Mo, il ne faut pas toucher aux enfants. Il ne faut pas créer les névroses chez les enfants. On leur dit qu'ils peuvent devenir hommes ou femmes. Enfin bon, que le genre est choisi. Et où est construit. Bon, est-ce qu'un Malien peut vivre avec un couple de lesbiennes? Est-ce qu'un Malien peut vivre, même palier, qu'un couple homosexuel? Évidemment que non. Évidemment que non. C'est ça que je vous dis. Et donc, cette guerre des civilisations, vous pouviez l'éviter, vous l'avez amenée chez vous. Et elle va être pire que la colonisation. Parce qu'elle est chez vous, vous allez prendre les coups directement. Ce n'est pas une guerre extérieure, c'est pas une histoire c'est pas un problème de légion étrangère, c'est votre problème à vous, à vos enfants. C'est vos enfants qui vont faire cette guerre-là, qu'ils le veulent ou pas. Et vous avez le contact est beaucoup plus fort, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés en France.
Le contact est beaucoup plus intense. Il y a beaucoup de zones de contact. Au bus, à l'école, bon, vous m'avez compris. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. Donc ne perdons pas de temps sur le Sahel. Qui se démerde? Ils rappelleront la France à la rescousse. Qui se démerde? Occupez-vous de ce que disait Moore, de la priorité. Des priorités, c'est cette guerre de civilisation. Et de grâce, sachez que cette guerre, elle existe. Elle est là sous vos yeux. Elle est là sous vos yeux. Elle est là. J'ai même pas les. Enfin, on va pas, je vais pas perdre votre temps. Je sais que vous êtes. Je vais prêcher des convaincus. Il faudra peut-être faire une vidéo un jour pour ceux qui doutent de cette guerre des civilisations. Bon, allez, bon week-end et ne soyez, enfin, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, mais il y a de l'espoir pour ceux qui veulent ouvrir les yeux et mouiller la chemise pour le pays. Ne soyons pas comme les Maliens. Mouillons la chemise pour notre pays. Mouillons la chemise pour ce pays. Ce pays en vaut la peine. Et il vaut mieux mourir avec la gloire que de vivre avec la servitude volontaire. À lundi.